Bonjour. Ça faisait un moment que j'avais envie de revenir sur l'histoire à peu près intégrale du projet du Logellou. Je suis par avance un peu désolé pour ceux qui connaissent des parties ou qui en connaissent beaucoup, parce qu'en fait, il y a plein de choses que j'ai pu déjà dire ou que certains d'entre vous ont vécu tout simplement. Mais c'est pas mal à un moment donné de revenir un peu sur l'enchaînement des choses, parce que ça permet aussi de comprendre pourquoi les choses se sont faites comme ça, y compris un peu pour moi, parce que par moments je me pose la question, mais pourquoi on a fait ce choix-là à tel moment, notamment au début du projet. Voilà. Donc en fait, pour comprendre pourquoi ce projet est né, il faut se remettre dans le contexte des années 90-2000 en la situation de la musique en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, et plus précisément en ce qui nous concerne en Trégor. Et en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'il y a maintenant 20 ans, il y avait énormément de musiciens professionnels dans le coin, beaucoup de gens qui vivaient de la musique, mais à un niveau qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, de mon point de vue en tout cas, parce que la situation était un peu plus facile, plutôt était un peu moins dure que maintenant, parce que les concerts étaient encore assez nombreux, mais pas tant les concerts, c'est surtout les organisations de Fest-Noz. À l'époque, quand on faisait un Fest-Noz, on pouvait salarier des musiciens professionnels, payer les cotisations sociales et faire encore du bénéfice, parce que la buvette fonctionnait, parce que pour tout un tas de raisons, parce que aussi les salles étaient plus remplies que maintenant. Donc ça veut dire qu'il y avait plein de gens. En fait, c'est une époque, dans les années 90, où les gens sortaient de la fac, les jeunes, par exemple, ils sortaient de la fac, on leur proposait un boulot pas très intéressant au SMIC, où ils pouvaient être musiciens s'ils étaient à peu près bons musiciens, et beaucoup devenaient musiciens. Et beaucoup de ces gens-là, aujourd'hui, 20 ans après, ont repris des boulots, ont quitté le métier. Et donc, il y avait une grande demande de la part de musiciens, d'infrastructures pour la musique. La situation du CD était également différente, c'est qu'à l'époque, quand on faisait un CD, on le vendait. Ça, c'est étonnant. Un CD qui était un peu confidentiel, c'était 500, 800 ventes. Un CD qui se vendait normalement, c'était 1000 ventes. Et un CD qui se vendait à peu près bien, c'était 3000. Et un CD qui se vendait très bien, c'était entre 8 et 15 000. Et ma situation personnelle à l'époque, c'est que j'ai travaillé au Carré Magique, j'étais sonorisateur au Carré Magique, musicien, on pourrait dire semi-professionnel, parce qu'en fait je travaillais avec des professionnels, mais mon statut n'était pas d'être musicien professionnel. Donc, je travaillais dans un monde, j'évoluais dans un monde de musiciens professionnels, avec le groupe BF15 en Fest-Noz et avec Marthe Vassallo en concert. Et comme il y avait beaucoup de musiciens, il y avait beaucoup de demandes pour faire notamment des enregistrements, et je me suis retrouvé en 98 par là à faire beaucoup d'enregistrements pour du disque ici en Trégor. Et comment ça se passait, les outils sur le territoire? Il n'y avait pas de studio d'enregistrement. En tout cas, à ma connaissance, il n'y avait pas de studio d'enregistrement à proprement parler en 98 en Trégor. Il y en avait un peu partout en Bretagne. Aucun avec une acoustique vraiment intéressante. Des équipements qui étaient variables, mais il y avait de quoi travailler. Mais ça ne correspondait pas toujours à des besoins comme on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que les studios étaient équipés pour l'enregistrement de musique électrique. Et la Bretagne produisait beaucoup, et produit encore beaucoup, de gens qui jouent de la musique acoustique. Donc finalement, la prise de son de la musique traditionnelle ou la musique populaire bretonne, elle est plus proche de la prise de son de la musique classique
que de la musique électrique dans la plupart des cas. Ça veut dire qu'ici, cette pièce va permettre de mettre des gens en rond, face à face, ou de les répartir. Et on va mettre des micros, et vous entendez bien quand je parle, on est plus proche d'une acoustique de chapelle, mais avec une réverbération plus courte, que d'une acoustique de studio d'enregistrement qui est plus proche de la chambre sourde, pour ceux à qui ça parle. Et c'est plus intéressant pour un musicien qui joue d'un instrument acoustique de jouer dans une acoustique réverbérante. Donc, ce que l'on faisait, c'est que soit on louait des maisons qu'on connaissait, qui étaient réputées pour leur acoustique intéressante, et quand c'était un groupe plus conséquent, on louait une salle des fêtes. Donc on a loué comme ça, j'ai bossé à Pluginette souvent, à Prat, à Pédernec, beaucoup, parce que Pédernec avait une salle plus récente et plus éloignée de la route, donc on n'avait pas de nuisance de la route. Et le problème dans toutes ces salles, c'était le chauffage en soufflerie. Donc ce qui me semblait nécessaire, c'était d'essayer de trouver un lieu ou de fabriquer un lieu qui puisse répondre à ces besoins-là, c'est-à-dire permettre l'enregistrement pour des musiques qui seraient les musiques populaires du territoire, donc essentiellement de la musique bretonne à l'époque. Donc il fallait un lieu plus grand que ce qui se faisait à l'époque et avec une meilleure acoustique. Donc je me suis mis à la recherche d'un lieu. J'ai d'abord pensé à l'achat d'un terrain sur Trévoux. J'ai cherché un peu partout en Trégor, en allant jusqu'à la RN12. J'ai repéré des moulins ou des usines. Il y avait une usine désaffectée à La Roche-Derrien qui m'intéressait. Mais tout le temps, c'était beaucoup trop grand. C'était absolument impensable. Je me rappelle d'un moulin où il y avait 40 fenêtres de cette taille-là. Donc c'était rien que le prix des fenêtres rendait impossible la chose. Et donc, un jour, en discutant avec mon copain Raphaël Dubois à Trévoux, Raphaël me dit, mais tu sais, il avait dû avoir un contact au sujet du Bagad de Perros avec le maire de Penvenant, au sujet du Loguelou. Ils avaient dû solliciter pour une répétition ou quelque chose, et le maire, Fernand Leduc, à l'époque, avait laissé entendre que le lieu pouvait être prêté ou mis à disposition, enfin, il y avait quelque chose d'ouvert. Et Raph me dit, va voir le maire, si ça se trouve. Donc, je vais voir le maire. Je n'ai pas retrouvé la date du premier rendez-vous dans mes archives, mais c'est très certainement en 98. Et à l'époque, je n'avais pas un copec, donc je me disais, si c'est moins de, à l'époque, à peu près en équivalent, si c'est moins de 90 000 euros, à peu près, c'est jouable. Et donc, Fernand me reçoit, et il me dit, oui, on est intéressé pour vendre le Loguelou. Apparemment, ça avait été discuté un peu entre élus, et déjà, les domaines avaient fait une estimation du lieu, et à l'époque, c'était 380 000 francs, soit, d'après ce que je sais, la mairie pouvait marger 10% par rapport à ce que disaient les domaines. C'est un truc comme ça, donc pouvait arriver à 420, donc 64 000 euros, c'est ce que m'annonce assez rapidement Fernand. Donc, c'était bien en deçà de ce que j'avais imaginé. Et quelque part, ça me coinçait parce que je ne pouvais plus faire machine arrière sur cette idée-là. Il m'aurait dit c'est 110 000 euros, j'aurais dit c'est bon, c'est plié, mais j'avais fait la démarche. Alors que là, en faisant la démarche, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de possible. Et Fernand me dit, on est intéressé pour vendre ou louer ou faire quelque chose, mais si on vend tout de suite, c'était très vite arrivé sur la table, il y aura des contraintes, et il faudra que ça reste un lieu de culture ouvert au public. Et je tiens à avoir l'unanimité de mes coélus avant de vendre. Parce qu'ils savaient que le Loguelou, c'est un lieu sensible, c'est un lieu auquel sont très attachés les gens de la commune. Et moi, étant originaire de la commune, je le savais très bien également, que c'est, pour tout un tas de raisons, parce que ça a été une école pour les plus anciens, ça a été le cinéma de patronage. Il y a pas mal de couples qui se sont faits ici,
Et il y a eu à une époque le cercle de Penvenant qui répétait dans ce qui était le Préau à l'époque. Il y a eu des concerts assez mythiques ici, notamment Gilles Servat dans les années 80. Et donc, quasiment toute la population de Penvenant, pour une raison ou pour une autre, est passée par ici. Moi, j'y étais passé personnellement parce que, avec l'école, c'est ici qu'on faisait les pièces de théâtre et les présentations diverses. Et c'est ici qu'on venait au cinéma et tout ça. Donc, moi, c'est ici que j'ai vu le Père Noël la première fois, que j'ai été au cinéma. Donc, c'est un lieu symbolique, en fait, pour tout le monde à Penvenant. Donc, Fernand se disait, si je vends les bijoux de famille, je vais me faire taper dessus, et ce qui n'a pas manqué. Donc il disait, ce qui nous protège, c'est si on a l'unanimité. Donc il a fallu, je vous ai dit 98 tout à l'heure, c'est peut-être 99. En tout cas, il a fallu 3 ans pour réussir à convaincre tout le monde. Et à l'époque, on m'a demandé d'écrire un projet, donc montrant que c'était viable. Alors évidemment, on a écrit un truc à l'époque, mais qui racontait pas grand-chose, avec des plans de financement qui racontaient pas grand-chose parce que c'était beaucoup trop loin de l'ouverture qui a eu lieu 20 ans après. On a fait un plan donnant une indication de ce que ça allait devenir. Et puis, il y a eu plusieurs réunions. Et il y a eu une réunion notamment avec Kermarek, qui était le notaire de la commune. Et la question, c'était, est-ce qu'on fait une location, soit à Philippe Olivier personnellement, soit à une association. La mairie était d'accord de faire une location pour le franc symbolique, mais la question qui restait, c'était qui fait les travaux. Et le notaire disait, si vous louez à une association ou à un particulier et que vous lui demandez de faire les travaux, moi je ne suis pas le notaire. Parce que lui, il savait que ça posait problème. Et personnellement, je connaissais l'histoire d'un lieu à Lorient. Une association a fait des travaux. Il y a eu un changement de municipalité. Ils se sont fait foutre dehors. Et la municipalité a récupéré un lieu en état de marche. Donc j'avais ça en tête. Je me disais, on va essayer de ne pas refaire la même chose. Donc la proposition de location ne semblait pas tenir. La mairie ne semblait pas vouloir faire les travaux. Et est intéressé pour vendre parce qu'au même moment, il y avait le chantier de l'école et qu'il y avait des surcoûts et que donc, ce que m'avait dit Fernand, c'est que ce ne sera pas plus mal si on fait rentrer un peu de sous. Donc, tout ça mis bout à bout, on arrive le 24 décembre 2002 à l'achat du Loguelou. C'est moi qui ai choisi le jour. Ce que le Loguelou changeait dans le projet, c'est que le projet au départ, pour moi, c'était pas clair entre un projet personnel et professionnel, c'est-à-dire que j'avais imaginé, moi, un plateau de 10 mètres par 10 sur lequel je peux faire de l'enregistrement, éventuellement répéter des spectacles sans y mettre du public. Et je monte une petite boîte, je suis artisan, ou bien je suis musicien, et voilà, et je finance ça sur fonds propres. Mais dès lors que ça devenait le Loguelou, c'était évident que c'était plus possible, qu'aucun projet privé ne pouvait porter ça. Et de toute façon, j'en avais pas les moyens. Et donc, c'était évident que ça allait devenir un projet associatif. C'était évident aussi que c'est parce que c'était une contrainte qui était demandée par la mairie, ce serait un lieu qui serait ouvert au public. Et ça tendait à dire que ça deviendrait un lieu de création de spectacles, peut-être plus qu'un lieu d'enregistrement au final. C'est-à-dire que petit à petit, ça commençait à changer. Et on en vient très vite après l'achat du lieu à la naissance de l'association. Donc, j'ai retrouvé date d'une réunion en novembre 2003, pardon. Novembre 2003, une réunion où autour de la table, il y avait donc Gwenola Coïc, Christophe Baratet, Julien Cornic et moi-même. Julien, donc, c'est le directeur de Thiarbro à Cavan actuellement. Gwenola et Christophe, vous connaissez, et donc moi-même. Et on a fondé le premier bureau de Furafol à cette époque-là. Au même moment, très exactement, le 9 janvier 2004, j'ai un coup de fil d'un homme qui s'appelle Jean-Philippe Touffu, qui m'appelle pour me demander les droits pour une chanson qu'on avait composée
avec Marthe Vassalo, qui était sur notre premier disque. Et il avait acheté le disque par hasard, il avait flashé sur la chanson et il voulait en avoir les droits pour faire des remixes pour un site internet d'un centre de recherche en économie qui s'appelait la Fondation Saint-Gobain pour la recherche en économie et dont il était le président. Et il m'appelle pour avoir les droits pour cette chanson et on sympathise très vite et on passe tout de suite, premier coup de fil, on passe 1 heure au téléphone et ça se termine, il me dit si tu veux, vous avez l'air d'avoir des projets intéressants en musique en Bretagne et tout ça, si tu as besoin d'un coup de main un jour, t'hésites pas à me demander. Et moi je lui réponds tout de suite, c'est simple, là on vient de créer une association, on a acheté un lieu, on n'a pas un copec et il y a beaucoup de travaux à faire, donc je cherche un mécène. Et vraisemblablement, tu es bien placé pour pouvoir nous conseiller là-dessus, puisqu'il se trouve que dans la conversation, il m'avait dit que, en étant président de la Fondation Saint-Gobain pour la recherche en économie, il était aussi le conseiller direct de Jean-Louis Beffa, qui était le PDG à l'époque de la société Saint-Gobain. Et il me dit, OK, nous, en tant que fondation, on ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas être mécène, on a nous-mêmes le fruit d'un mécénat, mais je réfléchis et je te dis ce que ça devient. Et 1 semaine après, il m'appelle, et il me dit, j'ai réfléchi, je vais proposer le projet à Jean-Louis Beffa. Donc tu me fais parvenir un dossier, et puis je le pose sur le bureau de Jean-Louis, et voilà. Et on a écrit donc le premier projet du Logellou, et c'est exactement là où je voulais en venir. Le projet du Logellou, en 2004, je vous dis les gros titres du dossier d'une dizaine de pages, je vous dis les gros titres. C'était mis un lieu de création en premier, donc on voit que ça a basculé par rapport, c'est devenu un lieu de création, une salle de spectacle de proximité et un studio d'enregistrement, c'est déjà passé en 3e position. Ensuite, on avait en sous-titre, en seconde partie, on avait les retombées du projet. Un lieu et une équipe d'accompagnement pour l'artiste, un lieu d'expression pour les artistes de la région, une contribution à la vie culturelle locale, une collaboration avec les écoles, un lieu ouvert sur le monde. Alors, une équipe d'accompagnement pour les artistes, ça nous parle parce que c'est le cas aujourd'hui, c'est ce qu'on avait voulu et c'est ce qui se fait. Et c'est ce qu'on avait voulu en 2004, pas de changement. Un lieu d'expression pour les artistes de la région. Il faut savoir que toute une partie des artistes n'ont pas accès aux lieux officiels de diffusion. Donc n'ont pas accès à des scènes comme le Carré Magique, parce que la mission du Carré Magique, c'est pas de montrer forcément tout ce qui se produit en musique sur un territoire. Et il y a des scènes intermédiaires qui s'en occupent, dont par exemple le Pixie, et des scènes comme ça qui sont plus orientées musique. Et la salle du Logellou allait devenir plutôt ça. Aussi, il y avait en tête, là on est en 2004, c'est-à-dire 2 ans après le coup de feu de 2002, où on se retrouve avec Le Pen au second tour, et on se dit à un moment donné, l'état de la culture dans un pays peut du jour au lendemain basculer, parce que les gens qui décident de qui fait quoi dans les lieux de culture, finalement c'est l'État, et si tous les lieux de culture appartiennent à l'État, eh ben, au moment de la bascule, on aura l'air fin. Donc, c'était aussi dire, c'est un lieu qui appartient aux artistes. Une contribution à la vie culturelle locale, pas grand-chose à dire. Collaboration avec les écoles, vous voyez que c'était dans l'ossature du projet dès le départ. Et en annexe, on avait mis, figurez-vous, 2 postes de permanent dès l'ouverture. Donc on a un poste de retard, mais on le mettait en 2004 et on n'avait pas froid aux yeux. On mettait un fonctionnement en réseau entre lieux de diffusion et associations culturelles en zone rurale. On n'est pas loin de ce qu'on fait aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'enlèverais, en fait, je mettrais entre parenthèses le zone rurale, en fait, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Informatique et nouvelles technologies, c'est très loin d'avoir disparu également, et des nouveaux concepts de spectacle vivant. Alors là, je vous lis l'article dans son entier, parce que vous allez voir qu'il est intéressant.
Le Logellou proposera le plus souvent des formes de spectacles nouvelles multipliant les propositions dans la diversité et l'originalité. Il serait par exemple possible de présenter en première partie de spectacle une séance d'écoute d'un travail sonore, d'un CD ou autre, en réalisation dans le lieu à cette période. Ou dans le même ordre d'idées, présenter des petits films d'actualité du lieu, montrant les artistes en création notamment, proposer à des artistes de mettre en musique des courts-métrages, des courts-films historiques, des films d'animation ou même des dessins animés et d'en faire la présentation avant ou après leur spectacle habituel, proposer des cycles de conférences et rencontres. C'est pas mal quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on est... quasiment tout était dit, tout était écrit en 2004. C'est pour ça que parfois quand on dit il faut écrire le projet et tout ça, ça me fait toujours un peu marrer intérieurement parce qu'en fait, depuis, on n'a fait que mettre à jour ce texte. On change les dates, on change les noms parce que les gens changent et tout ça, mais finalement, le noyau n'a pas beaucoup évolué. Et à l'époque, peut-être que ce serait un peu dur à lire pour vous, à l'époque, on avait même fait un calendrier type pour une saison au Logellou. Et vous voyez qu'on parlait de 3 créations. On était beaucoup moins ambitieux qu'aujourd'hui, finalement, sur l'occupation du lieu. Là où on était ambitieux, c'est qu'on envisageait 18 locations de salles et que, très clairement, on envisageait les locations de salles comme moyen de financement du fonctionnement des créations. On envisageait des soirées d'écoute au nombre de 2 par an, c'était pas beaucoup, des conférences au nombre de 5, des soirées films au nombre de 4, des représentations scolaires au nombre de 2, c'est bien court ça, des journées de création au nombre de 91 et des spectacles au nombre de 3 et les spectacles de sortie de création au nombre de 7. Vous voyez que les spectacles vont toujours 2 par 2. Et ça faisait vraiment partie du projet. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'avoir une salle à petite jauge pour pouvoir faire plusieurs représentations d'un même spectacle. C'est-à-dire être genre à 80 places. Le premier plan, en fait, il y avait 84 places de mémoire. Et c'était de dire, on met moins de monde dans le théâtre, mais on fait revenir le public 3 fois. Et donc, on crée du bouche à oreille. La mise en route du projet en 2004-2008, on a commencé par faire une fête du Logellou en 2004, puis une en 2005, puis une en 2007. Celle de 2004, c'était un concert plus Fest-Noz. Il me semble que c'était l'année où on a fait venir le BD Swing Orchestra. En 2005, on a fait 2 soirées. Une soirée ciné-concert le 14 juillet, avec le film Jour de fête de Jacques Tati, c'était dans la cour. Et des musiciens en direct le mettaient en musique. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait 2 violonistes du Bollywood, indiens qui bossent pour le Bollywood, qui étaient là, et des musiciens locaux. Et le lendemain, on a fait un concert Fest-Noz. Et en 2007, c'était le spectacle TOC du Petit Cirque, qui jouait 2 fois. On a commencé à faire des résidences hors les murs. En fait, on avait un accord avec la mairie qui nous prêtait la salle du centre de vacances de Port-Blanc qui est fermée en fait, qui était fermée en tout cas à l'époque entre novembre et avril à peu près. Donc on l'utilisait dans ces périodes-là pour faire des résidences d'artistes et des fois faire des sorties de résidence. Il y a eu des interventions à l'école, des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte rien qu'au travers des fêtes du Logellou et au fil et à mesure des choses qu'on a faites à cette époque-là, que le projet change encore et qu'il y a eu un élément très important sur le territoire, c'est que en 1994, Roger Leroux, directeur du Carré Magique, faisait venir le Cirque Plume pour la première fois en Trégor. Et pour la première fois, on avait du cirque contemporain en Trégor. Et c'est un événement énorme. Et tant et si bien que 3 ans après, le Carré Magique devient scène conventionnaire du cirque. Et que ensuite, on a une création du cirque Archaos qui vient créer une vitro en 2000. Ensuite, on a les Arceaux, je crois me souvenir que c'est en 2004. Et petit à petit, il y a des artistes du cirque qui restent
qui commencent à connaître le coin et restent et s'implantent. Et donc c'est comme ça qu'on a le petit cirque qui s'implante, on a le cirque Galapia plus tard, et d'autres artistes qu'on connaît même pas forcément qui viennent habiter là. Pas forcément en compagnie, je veux dire. Et tout ça, ça influence considérablement en fait le monde du spectacle dans le coin, et notamment la manière d'envisager la musique, même pour certains. C'est-à-dire que des musiciens, ça a été mon cas, sont embauchés pour créer des musiques de cirque et commencent à travailler en tournée de cirque, et donc on pense des choses différemment. Alors, on dessine les plans du Logellou à ce moment-là, et on en est arrivé à un moment donné au 3e plan. Et le premier plan, c'était des pièces plus petites. Et puis, à un moment donné, on arrive à une grande pièce avec de la hauteur sous plafond, l'autre pièce avec encore plus de hauteur sous plafond, en se disant il faut que des circassiens puissent venir bosser au moins dans une des pièces. Et puis, on en vient à se dire c'est plus une salle musique, mais c'est un lieu de travail pour des arts croisés. Et il faut que des danseurs puissent travailler avec des musiciens. Donc, on en arrive à se dire il faut un plancher pour la danse et le théâtre. Donc plutôt plancher chêne, etc. Ce que j'appelle la confirmation du projet, c'est 2008-2012. Donc encore des fêtes du Logellou qui sont venues. Donc ça a repris en 2011, 2012, 2013, 2014, 2016. J'ai oublié de préciser que les premières fêtes du Logellou avaient presque plus une vocation de convaincre les élus et la population d'une quelconque utilité d'un tel projet sur le territoire, là où la seconde série de fêtes du Logellou avait encore un peu ce versant-là, mais a eu une autre action, je vous le dis après coup, mais a eu une autre action, c'est de constituer une vraie équipe. C'est-à-dire qu'on était toujours à une petite équipe avant, où on était 4 autour de la table pendant les réunions, et on arrivait à être 20 quand on faisait un événement, mais ça durait 4 jours. Et à partir de 2011, on est arrivé à construire une réelle équipe, donc on pouvait envisager d'aller plus loin, en fait. C'est ça que ça veut dire. Il y a eu l'embauche de Delphine Kender-Fabitan, ce qui a permis d'avoir un suivi de dossier beaucoup plus sérieux. Et donc, je vous disais, la constitution d'une nouvelle équipe de bénévoles plus étoffée. Et puis, on arrive aux travaux en 2013-2015, donc avec, je ne sais plus l'année exacte, mais un changement de présidence, et puis un bureau, donc c'est Léna qui a pris la présidence, et puis un bureau qui était plus présent un peu, surtout une équipe de bénévoles qui constituait le CA, mais qui était beaucoup plus active sur les travaux que sur un travail de réunion. C'est un peu ce que je retiens, moi, de cette époque-là. Il y a eu les réunions avant travaux et tout ça. Il fallait réunir le financement, c'était pas simple, mais c'était plus une équipe d'action. On a changé d'architecte et on a écrit les derniers plans avec l'atelier Rubin de Toguelec. C'est Anne Rubin qui a pris en charge le dossier du Logellou, et ils étaient très motivés. Et Anne nous a poussé très vite, alors que le budget n'était pas bouclé, à lancer les travaux. En fait, nous, on attendait toujours d'avoir 100% des moyens. Et à un moment donné, Anne a poussé en disant on y va. Parce que si vous n'y allez pas maintenant, vous allez perdre des aides que vous avez obtenues il y a 2 ans. Et plus personne ne va y croire. Et voilà. Donc, on a foncé. On avait pour là une solide équipe de bénévoles qui était née pendant les fêtes du Logellou 2011-2012. On avait des mécènes et des artisans, une équipe d'artisans motivés. Il faut quand même reconnaître que certains des artisans, notamment Jean-Yves Lamour, ont rendu la chose possible parce qu'ils ont accepté, par exemple, qu'une partie du chantier soit assurée par les bénévoles. Toute la démolition, par exemple, a été faite par les bénévoles. Et ça voulait dire qu'ils étaient obligés de travailler, non pas entre entreprises, mais avec l'équipe du lieu, et que ça, Jean-Yves, ça ne lui posait pas de soucis majeurs.
Et on arrive au jour, le 17 novembre 2013. Pour là, on avait démoli tout l'intérieur, où on ouvre les fenêtres. Alors, l'ouverture des fenêtres, c'est une idée de Anne Rubin. Personnellement, je n'étais pas pour, parce que je trouvais qu'il y avait déjà le noir et qu'il y avait besoin de faire le noir. Et je trouvais que c'était économique de garder les murs qui avaient été posés par les curés dans les années 60. Et Anne dit non, mais il faut absolument ouvrir, il faut bosser à la lumière du jour. Et ô combien elle avait raison. Et donc on a ouvert. Alors ça, c'est du vrai ciment des années 60, hein, avec des vrais morceaux de ciment dedans. C'est une horreur. À l'époque, ils devaient donner les sacs de ciment, c'est pas possible. Et j'ai encore une tendinite qui traîne un peu depuis. Et vous voyez, si vous regardez bien la vidéo, vous voyez que la méthode change. Voilà. Donc là, entre-temps, Bordas s'est passé, il nous a expliqué que c'est pas comme ça qu'on pète un mur. Et donc il faut mettre des coups de scie à béton d'abord. Et donc la dernière fenêtre, c'est un vrai jeu d'enfant, n'est-ce pas? Voilà, donc les petits coups de scie. Voilà. C'est assez spectaculaire. Donc on a des prises de son et on a quelques prises de vue. On a beaucoup de photos de cette période. Et pendant ce temps-là, donc il y avait, j'ai l'impression que c'est Iwan avec la mini-pelle qui vidait l'intérieur. En Bobcat, voilà, c'est le Bobcat, ouais. Le truc complètement dangereux qui se renverse dans tous les sens. Donc on est allé jusqu'au voir le fêtage quand même. Hein. C'était une période à la fois jubilatoire et inquiétante parce qu'on se disait, mais finalement, comme on était les seuls à le savoir, mais on savait qu'on n'avait pas tout le financement. Est-ce qu'on arrivera au bout de cette affaire, quoi? Et surtout qu'il y avait un décaissement de 40 cm en dessous, là. Ouais. Qu'il n'y avait plus rien. C'était tout vide. Ouais, c'était tout vide, ouais. Ouais, ça faisait bizarre. Hein. Ça faisait bizarre. Donc, 2013-2015, les travaux qui ont duré un peu trop, pour tout dire, et on s'est un peu épuisé. Et il faut savoir que l'équipe qui a bossé à l'époque a beaucoup donné. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2015, il y a une nouvelle équipe qui arrive. Petit à petit, je dis 2015, mais ça a duré 2 ans, et dont pas tous d'entre vous, mais une partie d'entre vous la compose, cette équipe. Et c'est chouette. Donc on a Delphine a quitté la structure fin mi-2015 et Sylvain a été embauché, est arrivé. C'est ça? Mi-2014, pardon. Et Sylvain est arrivé en début 2015, à plein temps. Camille a commencé à faire des missions sur les développements de public et le travail sur le territoire à peu près à la même époque. Disons que ça a commencé en 2014 tranquillement. Et puis ça s'est formaté un peu plus en 2015 et 2016. Et les premières résidences ont eu lieu. Et l'inauguration a eu lieu en novembre 2015. Je ne reviens pas là-dessus. Là, je peux aller un peu plus vite parce que la plupart d'entre vous étaient déjà là et connaissent l'affaire. Alors là, j'ai le calendrier de l'année 2016. Alors malheureusement, il est dans l'autre sens par rapport à celui qu'on avait fait en 2004. Donc d'un coup d'œil, on voit pas les proportions. Ce qu'on voit surtout, ce qu'il faut voir, c'est le total des jours occupés, 161 jours occupés en 2016. Et moi, je trouve que c'est bien, en fait. C'est super bien. Alors comment ça se répartit? Des gens qui sont venus travailler de la musique pure, il y en a eu pendant 21 jours. Des gens qui ont bossé sur de la musique croisée, ce que j'appelle de la musique croisée, c'est soit avec des nouvelles technologies qui ont vraiment une part importante, soit un travail de rue. Donc par exemple, quand Rochina font le spectacle Casares, c'est un spectacle musique mais dans une caravane. Soit des gens qui travaillent avec du théâtre, soit des gens qui travaillent avec de la danse. Des gens qui sont venus enregistrer. Donc, il y en a musique croisée, il y en a eu 60. Des gens qui sont venus travailler de l'enregistrement, il n'y en a eu que pendant 9 jours. Du théâtre et de la danse, 50 jours. Donc là, c'est pas... Je viens de dire une bêtise avant. La danse, je l'ai comptabilisée
séparément, 50 jours d'utilisation. Du cirque, donc là actuellement, au moment où je vous parle, il y a Lucho des Galapia qui est en train de bosser là, dans Calvary. Donc du cirque, il y a eu 11 jours d'occupation du lieu. Location pour ouverture au public, c'était les abeilles gourmandes d'une part et la soirée Pixie que j'ai compté là-dedans. 2. Et des soirées et des journées d'occupation furafole, il y a eu les portes ouvertes, la porte ouverte et âgée, et l'utilisation pendant la fête du Logelo, 8. On arrive à 161 jours d'occupation. Je n'ai pas compté là-dedans les jours de travaux, parce qu'il y en a toujours un peu. Je n'ai pas compté les jours de ménage, je n'ai pas compté les jours off. 161 jours, c'est plutôt bien, mais on devrait pouvoir arriver à faire mieux en occupation en résidence. Et je pense qu'il faut se reposer la question des locations. Donc, pour info, le CA a tranché quand les travaux se sont terminés en disant on ne loue pas trop parce qu'on essaye de ne pas trop prendre le risque de voir le lieu s'abîmer. Mais en même temps, 2 journées de location, ça pourrait franchement être mieux, quand même. Donc, c'est une partie qui reste à travailler. Donc, j'en arrive au projet, dernière phase. Aujourd'hui, les champs d'action, on peut les résumer en disant que c'est création, nouvelles technologies et territoire. Et je me dis tout le temps, si 2 au moins de ces choses sont dans le projet, il a sa place dans le lieu. Tout ce qui est création peut être considéré comme faire sens dans le projet du Logelo. Et donc, à partir de 2017, le lieu, c'est une résidence de prospection et de création artistique, un lieu de présentation de travaux en cours ou achevés, parfois dédié à la diffusion de spectacles, une programmation sur le territoire, une action vers le jeune public, un lieu de formation, des ateliers. Donc les ateliers, typiquement, c'est là où on peut aborder la question culture n'est pas forcément art, et l'idée, ce serait d'ouvrir le lieu une fois par mois au moins à des partages de connaissances. Alors sur le premier point, une résidence de prospection et de création artistique, il ne faut pas l'oublier, et moi-même je l'oublie des fois, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire que les artistes qui viennent travailler ici ne sont pas obligés de créer un spectacle qui va faire le tour du monde 4 fois après. Il y a des gens qui sont venus ici bosser. Là, ce que fait Lucho, c'est un labo. Il est en train de chercher des idées, il bosse tout seul, et c'est une création qui va commencer plus tard. Il réfléchit aux choses qu'il a envie d'y mettre, et il réunira il fera son casting après coup. Et peut-être que dans 3 mois, il dira j'abandonne le projet parce que pour telle ou telle raison, je le fais pas. Ou peut-être qu'il fera le tour du monde 4 fois. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, mais c'est pas en venant ici qu'on a forcément une réponse à ces questions-là. Mais il n'empêche que ça peut arriver, de quoi qu'il arrive. Ouais. C'est pas le but de quand on sort d'ici de savoir répondre à ces questions-là. Exactement. Mais on est tenté, nous-mêmes, moi je le précise, ça me semble intéressant de le préciser, parce qu'une résidence d'artiste, c'est une présence sur le territoire. Et c'est aussi, là j'empiète sur ce que je vais dire tout à l'heure, mais c'est aussi... personnellement, je considère que ce projet est réussi à partir du moment où il y a au moins une centaine de personnes qui se sont mises sur le berceau du bébé, et il y a eu un travail en commun, et il y a eu un travail de réalisation, et il y a encore un travail en commun, associatif, d'équipe, et avec des artistes, et même s'il n'y avait que ça, et s'il n'y avait jamais un spectacle abouti qui sorte du lieu, c'est pas très grave, parce que finalement l'expérience elle est réussite. Et c'est ça qu'il faut être capable d'expliquer. Et au final, dans un lieu comme celui-ci, si un groupe scolaire vient assister à une répétition, il en aura peut-être retenu plus que s'il est allé voir un spectacle dans un théâtre, en fait. Peut-être même si la répétition s'est arrêtée 4 fois, s'il a assisté à une discussion, voilà.
Dans mon esprit, la résidence type, c'est quasiment la résidence setup avec les copains Koistinen qui sont venus de Finlande, en fait. Mine de rien, quasiment tout s'est réalisé comme c'était dans le projet en 2004. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont installés sur le village, qui sont venus habiter, là en l'occurrence au Logelu. La petite a été inscrite à l'école, ils sont restés 2 mois. Ils ont fait des rencontres avec l'asso, des repas, des apéros, des choses comme ça. Il y a eu des rencontres avec la population parce que Laura est intervenue à l'école pour faire 2 ou 3 journées de danse avec toutes les classes de l'école, parce que l'école est venue assister à la répétition du spectacle, parce que plus tard le public, on a ouvert au public, il y a eu une représentation tout public, parce qu'il y a des pros qui sont venus le 13 décembre, on a fait une journée réservée aux professionnels du territoire qui sont venus voir le spectacle. Parce qu'on a fait une présentation un peu impromptue à Gunzegal à Guingamp pendant une exposition photo. Donc là, on a un partenariat avec Gunzegal, on a de la formation. Laura a fait aussi un atelier ici avec une dizaine de participants. Ils sont allés danser en fin de journée dans le Bois-Riou. Voilà, on a des photos, on a des vidéos de ça qui sont visibles sur le site, des photos. Et donc, on a réuni à peu près tous les versants de ce que le projet est censé contenir. Donc évidemment, toutes les résidences d'artistes ne vont pas être comme ça, aussi idéales, entre guillemets, mais c'est ce vers quoi on est censé tendre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive, nous, à favoriser le fait que les résidences soient longues. Il faut qu'on arrive à favoriser l'installation des équipes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un système où on loue le lieu pour les artistes. Enfin, on le met à disposition moyennant prise en charge des artistes. Et en fait, il faudra petit à petit qu'on arrive à un autre système où nous payons les salaires des gens qui travaillent ici. Et dans ce cas-là, c'est un peu nous qui fixerons la temporalité des choses et le mode de fonctionnement des choses. Concernant la diffusion, donc ce que j'appelle la diffusion, c'est le fait de montrer des spectacles dans le Logelu. Il faut qu'elle soit le plus souvent en lien avec la création en cours. C'était écrit en 2004, ça ne change pas. Hein. Favoriser les séries, j'en ai parlé tout à l'heure. Sans empiétement sur les résidences. Alors c'est ce qui est difficile. Ici, ça ne sera jamais un théâtre où on présentera un spectacle différent toutes les semaines. Ça, c'est clair et c'est évident. On présentera des spectacles de manière irrégulière, c'est ce qui fait sens, et ils seront liés aux résidences. L'artiste résident devient associé et prescripteur, ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, mais qui était prévu en 2004, c'est que quand l'artiste passe 2 mois dans le lieu, il faudrait normalement qu'à son arrivée, il soit autour de la table avec le CA et la direction artistique du lieu, et qu'on dessine ensemble ce qui va se passer. C'est un peu ce qu'on a fait finalement avec les Koistinen. Mais on a navigué un peu à vue. Mais il faudrait que les artistes disent, nous, on travaille le jonglage, par exemple, et on a un copain dans le sud de la France qui fait quelque chose d'exceptionnel autour du jonglage et musique, par exemple. On pourrait le faire venir un week-end, il ferait une formation, il ferait un spectacle. Tout ça, c'est en ce sens qu'ils peuvent être prescripteurs. C'est-à-dire qu'il peut se passer des choses tout autour d'une résidence qui sont proposées par les gens en résidence. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne développe pas assez. Et alors, l'utilisation des nouveaux moyens de diffusion, de la création, petit à petit, tout à l'heure, je disais qu'à une époque, les CD se vendaient. Faut pas se leurrer, dans 5 ans, on n'en parle plus. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en route complètement, mais un petit peu. Je parlais, je vous lisais tout à l'heure l'article qui disait qu'il y aurait des petits films d'artistes en création. On ne les montre pas avant les spectacles, mais en fait, ils sont sur YouTube et ils sont sur le site. C'est-à-dire que petit à petit, on a mis ça en place, mais on l'a mis en place avec les moyens actuels. Et il faut se poser la question aujourd'hui de comment on va diffuser la musique d'un lieu comme le Logelu.
la réponse courte, ce serait de dire on va mettre sur Deezer, on va mettre sur iTunes Store et machin. Vous imaginez bien qu'un artiste qui travaille au Logellou, son disque sur un site comme Deezer, il va être à la cave, il va être tout au bout, et jamais personne pourra tomber dessus en faisant de la sérendipité. Waouh, fallait le sortir. Merci, dis-moi 10 mots. Donc, il faudrait que nous arrivions petit à petit à transformer notre site internet en une plateforme de présentation de travaux vidéo et audio. Et peut-être d'arriver à un système où l'adhérent au Logellou a un mot de passe, et via ce mot de passe, il peut non seulement, donc évidemment l'adhérent vient au spectacle et tout ça, vient aux sorties de résidence, mais peut-être il a accès à des productions qui sont virtuelles, disons, enfin qui sont accessibles via le web. Ça, c'est une partie qui n'est pas développée et qui sera développée à un moment ou à un autre. Parce que tôt ou tard, si on n'a plus les moyens de diffusion par le web, on se fera bouffer et on deviendra inexistant. Petit à petit, tous les artistes le font, mais on le fait d'une manière assez personnelle. Chacun se débrouille avec les moyens du bord. Et peut-être que la vocation d'un lieu comme le Logellou, c'est d'anticiper et de... C'est une rampe de lancement. Ça veut dire que les choses qui vont se créer ici ne seront pas forcément montrées ici, mais on peut après les montrer dans le territoire. Et on peut diffuser à partir de ce qui se fait ici. Et c'est pas toujours ce qu'on fait, mais on l'a un peu fait quand même. Il y a des spectacles d'ici qui ont joué, soit dans les écoles, soit sur le territoire en général. Une présence et une programmation hors les murs. L'avantage de la programmation hors les murs, c'est qu'elle n'a pas forcément autant besoin d'être connectée aux résidences qui se passent dans les murs. Donc on est un peu plus libre. On est un peu plus libre aussi sur les choix. Faut pas oublier que le Logellou est perçu comme étant un lieu musique. Dans ce qu'on montre, on doit par exemple favoriser la musique vivante dans les spectacles. Et ça doit être un axe, c'est un critère. Alors, il était écrit en 2004 un temps fort annuel dans lequel on montrait des créations qui avaient été faites à peine venant dans le Logellou. C'est toujours d'actualité. On peut parler d'un temps fort annuel ou biennal, durant lequel on retrouve les artistes associés. Alors, vous connaissez le principe des fêtes du Logellou. Comment est organisé le projet? Donc, vous le savez, une équipe qu'il faudra penser à consolider. Actuellement, on a un seul salarié à plein temps. On a Camille qui est chargée de mission et salarié au cachet, mais pour l'instant, c'est très très bas et c'est pas en rapport. Le salariat n'est pas du tout en rapport avec le travail effectué. Et personnellement, donc, je suis bénévole. Le temps que je passe au Logellou est variable, mais il y a eu des époques pas si lointaines où j'étais quasiment à 35 heures semaine. Il faudra à un moment donné, je pense qu'il faudra à un moment donné arriver aux 2 postes envisagés au départ. C'est pas par hasard qu'on a envisagé 2 postes. Idéalement, ce serait 3. Ça dépendra de ce qu'on aura envie de faire du lieu. Si on veut que le lieu prenne son envol et devienne un vrai lieu représentatif sur le plan régional, il faut aller à 3 postes avec un vrai poste de direction de quelqu'un qui serait cadre à plein temps. Donc, en revanche, on n'a pas le financement. Dans l'organisation, il y a l'association que vous représentez. C'est absolument évident que je ne conçois pas le Logellou sans l'association. C'est-à-dire que je ne vois pas un autre modèle de pilotage du lieu possible. Et moi, ce qui me réjouit, c'est l'expérience humaine qui se passe autour de ce projet. Et je trouve que que la réussite, elle est vraiment là. Et franchement, c'est très largement au-dessus de mes espoirs des années 2000, en fait. C'est très largement au-dessus. C'est sans commune mesure, en fait.
Et le public, je ne mets pas ça pour faire joli, en fait, le public, c'est tous ces gens qui ne doivent pas être là que pour consommer, mais qu'on doit aussi inclure comme participants à ce qu'on propose. Et c'est ce qu'on fait quand on fait le cabaret marathon, par exemple. Les financements, donc c'est financement public. Actuellement, on est financé très fortement avec du financement public, essentiellement la région, le département, jusque-là la CCHT, maintenant l'AGLO devrait prendre le relais, la commune. J'espère ne pas avoir oublié de financeurs. Je parle du fonctionnement, je ne parle pas des travaux. Donc dans les sociétés civiles, SACEM et SACD, Spedidam, etc. Ensuite, le mécénat, qui reste à développer, c'est sûr, et les ressources propres, qui au final ne sont pas si mal. Mais tout à l'heure, quand je disais qu'on pouvait louer plus la salle, peut-être que là, il y a de quoi faire un peu de ressources propres. Alors le lieu, c'est en cours, doit devenir propriété de l'association, donc c'est en cours. Des travaux à finir, il y a encore un peu de travaux. Il y a le plus souvent possible ouvert à la population. On en a parlé un peu en réunion, là. Il faudrait arriver à avoir un espace qui soit ouvert au public et peut-être aussi faire des actions comparables à ce qui se passe. Je n'ai pas réussi à trouver le nom de l'association qui gère ça en France, mais vous savez qu'il y a une association dont le boulot, c'est d'ouvrir les théâtres au public pendant les périodes de répétition. Et donc, le théâtre annonce qu'il sera ouvert telle journée, par exemple, pendant que des gens sont en train de travailler. Et n'importe qui peut rentrer ou sortir pendant la répé, et se mettre dans le gradin et écouter un bout. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait développer. C'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Il faut juste avoir la connivence des artistes. Et voilà. Mais ça se sollicite. Merci pour votre écoute. Si je vous ai dit tout ça aujourd'hui, c'est parce que comme ça, vous serez plus à même de le raconter vous-même. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, je me rends compte maintenant, c'est que, au final, c'était intrinsèque, mais autant le dire très clairement, si j'ai acheté le Loguelou en 2002, c'est parce que l'association n'existait pas encore et que, quand bien même elle aurait existé, elle n'avait pas le financement pour pouvoir acheter le lieu. Et que c'est la raison pour laquelle on se retrouve quasiment 15 ans après à refaire la transition. Et même 15 ans après, on se dit comment on va faire. Donc voilà, ça c'était le truc que je crois, qui me vient tout de suite à l'esprit, que je n'ai pas bien expliqué tout à l'heure. Sinon, là, vous avez à peu près les informations sur la genèse et l'existence du projet.